Avec moi en plateau, à ma gauche, Simon Persicot, professeur de sciences politiques à Sciences Po Grenoble. Bonsoir Simon. Bonsoir. Voilà, on se connaît de Grenoble, mais on va se vous voyez le temps de ce plateau. À vos côtés, Guillaume Balas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de Génération, mais il faut dire que vous êtes retiré de la vie politique active, mais voilà, avec une certaine liberté de parole, du coup, et va vous rejoindre sur ce plateau. On ne va pas juste rester un boys club, il y aura Manon Aubry, l'eurodéputé La France Insoumise, qui va nous rejoindre. Et on me dit qu'on va pouvoir partir au Pays de la Loire. Bonjour Benjamin Perel. Bonjour. On peut faire un point sur les Pays de la Loire. Il y avait quelques espoirs qui avaient été mis dans Mathieu Orphelin, hein, qui menait une liste d'alliances des gauches, qui avait fait une alliance au premier tour entre Europe Écologie et la France Insoumise. Bon, là, le pari est raté, quoi, même si bon, on avait peut-être investi, les écologistes en tout cas avaient peut-être investi des espoirs déraisonnables. Qu'est-ce qu'on peut dire ce soir ? Oui, je crois qu'effectivement, on peut dire que maintenant qu'on a les résultats, que les espoirs étaient déraisonnables, parce que c'est une très grosse défaite. Hein. Finalement, Mathieu Orphelin ne réussit qu'à faire 34,6% des voix, c'est-à-dire que c'est à peu près l'addition de son score du premier tour et de celui de Guillaume Garot, le socialiste avec qui il a fusionné au premier tour. Donc il n'y a eu absolument aucune dynamique du côté de l'Union de la gauche. Ils n'ont pas réussi à aller chercher des électeurs plus loin que ceux qu'ils avaient réussi à mobiliser au premier tour. Christelle Morancet, donc, qui était la présidente LR sortante des Pays de la Loire, est réélue très confortablement, hein, quasiment 12 points d'avance sur Mathieu Orphelin. Donc c'est net, sans bavure, et les espoirs qu'il y avait pu y avoir du côté de la gauche sont évidemment très déçus. La séquence de passage de Mathieu Orphelin auprès de ses supporters était assez éloquent à cet égard. Et quelles avaient été, en un mot, les conditions de la fusion entre les deux tours? Est-ce qu'elles avaient été bonnes ou plutôt médiocres? Non, la fusion s'était plutôt bien passée. Elle avait même été quasiment entérinée avant même le premier tour, puisque les deux candidats avaient annoncé que, quoi qu'il en soit, ils se rapprocheraient au second tour. Et la fusion s'était faite dans la nuit, à 3h du matin, c'était bouclé. Le lendemain, conférence de presse, et tout s'était plutôt bien passé. Alors, c'était bien passé du côté des états-majors, on va dire. Nous, d'après toutes les informations qu'on a pu recueillir sur Médiacité, et puis toutes les personnes qu'on a interrogées, ça coinçait quand même un petit peu chez certains militants socialistes et écologistes notamment, qui supportaient plus ou moins facilement de se retrouver sur une liste qui aussi large et sur laquelle il y avait des candidats de la France Insoumise. Donc, ça a renaclé un petit peu, mais en tout cas, du côté des états-majors, c'était plutôt une fusion réussie. Ouais. Un mot, Benjamin, sur le score de François de Rugy, hein, qui représentait la majorité présidentielle. Au premier tour, il avait fait à peu près 12%. Là, il ne réunit même pas ce score-là, c'est-à-dire qu'il baisse même de 4 points à 8%, comme on le voit sur la carte qu'on affiche à l'écran. C'est ça. 8,3%, 4 points de moins par rapport au premier tour, donc c'est une claque assez monumentale. Elle est d'autant plus monumentale qu'on est justement en Pays de la Loire, qui est plutôt une région à l'origine plutôt très favorable à Emmanuel Macron, et il a enregistré la présidentielle parmi les plus hauts scores en France. La totalité des députés étaient des députés, sont d'ailleurs des députés à La République En Marche. Et les scores en 2017 étaient excellents. Donc François de Rugy avait un petit espoir de redorer son blason, pour employer un euphémisme, et il est complètement déçu, puisqu'il fait un score, qu'on peut aller jusqu'à qualifier de catastrophique. Très bien, merci Benjamin. Et on a vu aussi recul du Rassemblement national, bon, qui traditionnellement dans cette région est assez faible, et en plus de ça, il n'y avait pas vraiment de dynamique là entre ces deux tours, quoi.
Tout à fait. Très bien, merci beaucoup pour cette intervention depuis Nantes. Alors je me tourne vers vous, Simon, pour faire un bilan plus global. Je l'ai dit, hein, c'était un des rares endroits où les écologistes avaient de désespoir. Ils ne sont pas remplis. Quel bilan on peut faire d'abord sur, on va dire, les gauches en général pour ces régionales, maintenant qu'on a à peu près tous les résultats de ce second tour, ce bilan d'ensemble? Juste sur les Pays de la Loire, c'est Ouais. plus que les écologistes, c'est même la gauche dans son ensemble qui avait là le meilleur espoir de conquérir une région. Et donc effectivement, on s'aperçoit que c'est très loin. Et ça, c'est le premier bilan qu'on peut tirer de ces élections, c'est que la Zéro gauche, conquête. Zéro conquête. Zéro conquête. D'ailleurs, zéro conquête pour la droite non plus. Et ça, donc, ça nous revient à la grande leçon qu'on avait déjà vue en fait dès le premier tour, qui est que les sortants, dans un contexte de participation très très faible, ont obtenu des scores assez inédits en fait pour des élections régionales, puisque grosso modo se sont mobilisés les électeurs les plus proches, les plus traditionnellement mobilisés, les électeurs un peu âgés, etc., avec un aspect légitimiste, donc vraiment un maintien des sortants. Et du coup, pour le tableau de la gauche, il est à nuancer, parce que mine de rien, elle se maintient quand même dans les 5 régions dans lesquelles elle était sortante. 5 régions qui, on le rappelle, donc datent de 2015, qui étaient à l'époque déjà vraiment une grande défaite pour la gauche socialiste notamment. Voilà, donc ça c'est la première leçon, pas d'effondrement, aucune dynamique de conquête non plus. Et puis, pour ce qui concerne les enseignements de ce second tour, finalement, ils sont assez limités. Parce que franchement, quand on voyait quelqu'un sortir, enfin, je veux bien que les écologistes eux-mêmes étaient étonnés de ne pas gagner en Pays de la Loire, mais en fait, quand vous êtes à 18% au premier tour et que l'autre est à plus de 30 au second, il y a vraiment peu de chance. Même si vous avez beaucoup de réservoirs de voix, beaucoup de retard, une dynamique de campagne qui met du temps à s'établir, en fait, une dynamique de conquête de pouvoir. En fait, le récit n'était pas celui de la conquête de pouvoir. Ils ont essayé de le transformer dans la dernière semaine, mais c'est très compliqué. C'est ce qu'on voit dans toutes les régions qui auraient pu basculer, Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, etc., et où en fait la division de premier tour mène à ce que les candidats, souvent écologistes, les écologistes, ça c'est l'enseignement qu'on tirait du premier tour, mais sont trop loin en fait, malgré les fusions qui sont à chaque fois bien passées. Tout le monde a envie finalement de travailler ensemble pour le deuxième tour, mais c'est beaucoup trop loin, donc on n'y arrive pas. On va en parler de cette dynamique d'union. Je poursuis quand même sur ces résultats. Simon le rappelait, 2015, effectivement, c'était dans les moments, il y avait eu d'autres élections, il y avait eu les européennes de 2014 notamment, grand moment de sanctions contre François Hollande et son gouvernement, contre les socialistes. Est-ce que c'est quand même pas un peu problématique que justement, avec des scores quand même qui étaient ceux dans l'opposition, qui étaient ceux au pouvoir, alors qu'on avait subi une sanction, on n'arrive pas à faire mieux en termes de conquête de région, alors qu'on est dans l'opposition, qu'on a eu le temps de se refaire, de développer un discours, qu'on ne supporte pas le poids des responsabilités nationales. Est-ce qu'il n'y a quand même pas là quelque chose de raté à gauche et qui colle mal avec certaines expressions presque satisfaites qu'on avait vues au soir du premier tour? Je me souviens d'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui disait « Ah mais regardez, le bloc social écologique fait des bons scores et on gagne des régions ». Bon, la psychologie, c'est de la politique. Donc il est certain que quand on est socialiste ou quand on est républicain ce soir ou à la suite du premier tour, il y a un effet de ouf. Ouf, on existe encore, ouf, on garde des régions, ouf, etc. C'est un ouf de soulagement. Mais c'est un leurre complet. C'est un leurre complet parce que ces élections n'ont quasiment pas existé. C'est-à-dire que quand on a une abstention aussi massive, notamment dans les classes populaires, les petites classes moyennes et les jeunes, ça veut dire que rien n'est défini pour la présidentielle. Et d'ailleurs, je pense que tous ceux qui sont en train d'annoncer la fin du macronisme à gauche, là, notamment nos amis socialistes, je veux dire, bon, c'est normal qu'ils le disent. C'est bien normal, c'est le jeu, mais enfin, je veux dire, ça ne repose sur absolument aucune réalité. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignements à tirer sur la présidentielle de cette élection-là. Je pense, en revanche, qu'il y a 2 éléments intéressants. Le premier, c'est la question de l'abstention, parce qu'encore une fois, c'est les jeunes, c'est les classes populaires, c'est les petites classes moyennes, c'est pas que les classes populaires, là. Et donc, ils l'ont réaffirmé au deuxième tour, après tout le battage qu'il y a eu après le premier. Donc, ça veut dire, moi, j'étais très sévère après le premier tour, je disais comment les gens vont pas voter, etc. Et puis, on m'a dit quand même, tu donnes des leçons. Ils avaient peut-être raison, ceux qui me disaient ça, parce qu'au deuxième tour, on peut quand même se demander s'il n'y a pas une signification beaucoup plus politique là. Alors, spécifique aux élections régionales et départementales, personne n'a jamais parlé des enjeux, tout le monde s'en fiche et tout le monde a parlé d'autre chose. Donc, au bout d'un moment, pourquoi y aller voter? Et surtout, parce que peut-être que ça fait peut-être du mal à dire à la gauche, mais il n'y a peut-être pas de vote sanction contre Macron là.
à la sortie notamment du quoi qu'il en coûte, à la sortie de la crise sanitaire, etc., peut-être qu'il n'y a pas une mobilisation aujourd'hui pour dire non à Macron. Et que c'était peut-être pas le cas il y a un an, on avait un sentiment complètement différent, et qu'il y a peut-être des choses qui sont passées depuis un an, y compris dans la population. Donc c'est pour ça que... Certains, je rebondis là-dessus, certains vous feront valoir que pour le coup il n'y avait pas de sortant LREM contre qui taper, et quand on voit les scores, on a parlé de Rugy tout à l'heure qui fait 8%, c'est quand même pas brillant pour un parti de la majorité parce que les gens, je pense que personne aujourd'hui dans la population française ne pense que La République En Marche est quelque chose. Tout le monde sait que ça n'est rien. Tout le monde sait que la seule chose qui compte, malheureusement, ce n'est plus la structuration de la société en partie. Tout le monde se désaffilie de plus en plus, et que donc on est dans un bonapartisme généralisé qui fait finalement de l'élection présidentielle la seule élection qui a du sens. Et donc c'est le rapport à la personne aujourd'hui qui porte. Et donc c'est pour ça qu'à mon avis, il n'y a pas de signification au fait que des sortants aient été réélus. Moi, j'étais président du groupe socialiste à la région sous Jean-Paul Huchon. Je peux vous dire que pour battre des sortants, c'est très difficile, hein, parce que, je veux dire, il y a une puissance, notamment du réseau, qui est extrêmement importante. Je perds mon micro. Et donc, ça ne m'étonne absolument pas. Après, il y a un élément qui est, à mon avis, majeur quand même, c'est ce qui se passe à gauche. Parce qu'à gauche, on s'aperçoit que quand la gauche a des sortants, tous socialistes en l'occurrence, ils regagnent comme ceux de droite, sans aucun problème, et notamment, à mon avis, pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure et que vous avez dite, hein, c'est-à-dire c'est un électorat âgé, encore affilié, qui vient voter. Et puis, il y a ce premier tour où, quand il n'y avait pas de sortant de gauche, et là c'est très intéressant, les rapports de force sont en train d'évoluer, et ça, pour le coup, c'est peut-être l'élément de transformation aujourd'hui qui est en train de se faire, c'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose de nouveau qui apparaît à gauche, qui à mon avis est centré autour de l'écologie politique, hein, mais qui est en balbutiement. Alors, Simon, je vais vous faire rebondir là-dessus, parce que tout à l'heure, vous nous dressiez un tableau où, bon, en fait, c'était la grande stabilité entre les deux tours et par rapport à 2015. Alors, de là à dire qu'on faisait un live sur une des élections les plus ennuyeuses de la Ve République, on n'était pas loin. Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'à l'intérieur des gauches, il y a ce rapport de force qui a été trop peu peut-être souligné dans les grands médias au soir du premier tour, que malgré tout, même si c'est que des exécutifs socialistes qui sont renouvelés, il y a des rapports de force qui changent. Bien sûr. Ces rapports de force sont très... En fait, ce que vient de dire Guillaume Balas, c'est important. C'est-à-dire qu'on a vu, mais on ne le voit pas. Ça n'a aucune matérialisation finale, puisqu'il n'y a pas de victoire. Mais il y a eu une vraie transformation à l'intérieur du corps électoral de la gauche. Un corps électoral qui s'est affaibli, hein, parce que Macron a arraché une partie des électeurs de centre-gauche. Mais il y a eu une transformation assez importante. Le PS perd 8 points entre 2015 au niveau national. Au premier tour, entre 2015 et 2000. Donc vraiment un affaiblissement très important. Il est maintenant à 14-15, alors que les écolos gagnent 6 points. Même la France Insoumise, parti de gauche mélangé à l'époque, hein, c'était Front de gauche, gagne 2 points. Mais c'est surtout les écolos qui sont... Et le deuxième point, alors que jamais une liste écologiste était arrivée devant une liste socialiste à des élections régionales, et ce depuis 2004, là, ils le sont systématiquement quand les socialistes ne sont pas sortants. Dans toutes les régions dans lesquelles les socialistes ne sont pas sortants, c'est les écologistes qui arrivent en tête. Alors encore une fois, comme la gauche est divisée, comme les socialistes retrouvent quand même leurs électeurs un peu plus âgés, etc., et les écolos, au contraire, souffrent d'une sous-mobilisation de leur électorat massivement jeune désormais, ça n'amène pas ni à la victoire, ni à des écarts faramineux, mais en fait, quand même, systématiquement devant, 6 points de plus pour les écolos, 8 points de moins pour le PS. Donc c'est ces deux éléments qui sont à mon avis à retenir de tout ça. Après, est-ce que vraiment ça marque durablement la vie politique? C'est un peu trop tôt pour le dire, notamment parce que ça marque pas les 66% de personnes qui n'ont pas fait ce choix-là électoral, quoi. On le voit dans les résultats, mais c'est pas non plus des logiques de mobilisation massive, c'est pas non plus des logiques de transformation de comportement électoral, c'est pas des logiques de jeunes qui pour la première fois vont voter vert, c'est plus compliqué que ça. Mais en même temps, ça indique quand même un certain rapport de force, me semble-t-il. Par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, traditionnellement gouverné par les socialistes, avec beaucoup de départements, pendant des longues années par Jean-Jacques Caral. Franchement, je pense qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, les socialistes doivent être un peu plus modestes que ce qu'ils ne l'étaient avant ces élections régionales. Oui, avec une figure très connue qui était Najat Vallaud-Belkacem et qui était 3 points derrière Fabienne Grébert, qui n'avait pas du tout la notoriété équivalente du tout. Donc ça, c'est des signes qui ne trompent pas. Et un dernier point, et là c'est peut-être aussi un peu l'erreur des écolos, c'est qu'il y a par contre un endroit où ils ont peu progressé, et même ils ont diminué. En fait, la seule région où ils ont diminué, c'est l'Occitanie,
où ils ont perdu 1,5 point entre le premier tour de 2015 et le premier tour de 2021. Et là, c'est la difficulté d'aller chercher à conquérir ou en tout cas à remettre en cause un leadership régional d'une présidente sortante qui était à l'issue de son premier mandat. Donc en général, le premier mandat, c'est là où on a le sursaut positif le plus important. D'ailleurs, on voit Wauquiez, Pécresse, etc. Tout ça, c'est des gens qui sont à leur premier mandat. Ça, c'est Pierre Martin qui nous l'enseigne bien. Il y a une espèce de loi décroissante du fait d'être sortant. Elle est maximale à l'issue du premier mandat. Alors qu'Alain Rousset, en Nouvelle-Aquitaine, qui avait enchaîné les mandats, avait un score de 28% qui était moins impressionnant que ceux que vous avez cités. Mais quand même. Enfin, malgré ça, malgré le fait qu'il est président depuis 2004, il réussit quand même à faire presque 30%, ce qui vraiment là, c'est cet effet de favorable au sortant. Vous disiez l'écologie comme nouvelle force dynamique à gauche. Alors finalement, moyennant cette abstention, en fait, c'est ça qu'on a du mal à appréhender. Au fond, les indices qu'on a, ils sont obtenus à des élections intermédiaires. Alors certes, aux élections européennes, qui avaient été un peu le premier sursaut, ça avait relativement bien voté. Enfin, municipales et puis là, régionales, on a des étiages de participation très bas. Donc il y a quand même un doute qui subsiste sur l'écologie politique française pour les grandes échéances nationales. Oui, et notamment évidemment pour la présidentielle en premier lieu, qui en plus est une élection qui ne convient pas à la culture qu'ils peuvent avoir, qui est plutôt une culture proportionnaliste. Oui, alors là, c'est ultra personnalisé. Voilà, c'est ultra personnalisé, bien sûr. Mais il y a quand même quelque chose, si on se détache de l'enjeu des présidentielles, qui est intéressant, c'est quand même toutes les études d'opinion qui montrent notamment que chez les jeunes, comment dire, le vote potentiel pour les écologistes est très fort. Alors tout est important dans ce que je viens de dire. C'est-à-dire que c'est un vote très fort, voilà, c'est un vote très fort, mais très très fort. Sur l'Île-de-France, c'était 27% des 18-25 ans. Donc on est vraiment sur quelque chose de très fort. Par contre, qui ne se matérialise pas aujourd'hui, puisqu'on est dans un moment en effet d'abstention très forte chez les jeunes. Est-ce que cela va changer pour les présidentielles? Moi, je ne crois pas de façon massive. C'est-à-dire, je ne crois pas que tout à coup 90% des jeunes vont aller voter pour les élections présidentielles. Mais en revanche, il est bien certain qu'il y en aura plus, et que donc à partir de ce moment-là, il y a une transformation qui est en train de se faire sur le long terme. Les jeunes qui ont 18 ans aujourd'hui, dans 5, 10 ans, etc., ils auront pris 5-10 ans. Et donc ça veut dire qu'il y a une culture, comme le Parti Socialiste l'avait eu, je vais prendre la dernière séquence historique du Parti Socialiste après mai 68, c'est-à-dire l'habitus notamment pour toute une génération de voter à gauche, ce qui n'était pas son habitude auparavant, qui a prospéré jusqu'à, à cette fabuleuse histoire du Parti Socialiste pendant 30 ans. Là, on peut se demander s'il n'y a pas quand même une génération qui est en train d'inscrire une culture de vote, et en tout cas une culture d'opinion au départ, ce qui est quand même le plus important, une culture d'opinion qui peut prospérer et s'accroître par des effets mécaniques de démographie. Alors, malgré tout, il ne faut pas l'oublier, dans la jeunesse, ce qui est aujourd'hui majoritaire, notamment dans les classes populaires, c'est le Rassemblement national. Mais parce que je pense que justement, dans la jeunesse aujourd'hui, il y a deux grandes forces, idéologiques. Il y a le take back control, c'est-à-dire qu'il faut reprendre le contrôle aujourd'hui et il faut absolument que les instruments politiques redeviennent des instruments politiques utiles. Et je pense que c'est le doute fondamental qui amène à l'abstention. Et de l'autre côté, la grande angoisse écologique. En gros, nos parents nous laissent cet héritage-là. Et donc, il faut absolument s'en saisir, car ils en sont incapables. Et ça va être, à mon avis, dans la jeunesse, la grande bataille entre ces deux visions qui va s'installer. Simon Persico, est-ce que le politiste qui compulse la sociologie électorale se retrouve dans ce tableau-là de la jeunesse? Ouais, je m'y retrouve tout à fait. Mais effectivement, une jeunesse quand même, il faut là aussi le rappeler, qui est clivée entre l'électorat Rassemblement National, le vote Rassemblement National, le vote écolo, et ces divisions qui s'appuient sur des divisions aussi territoriales, des divisions en termes de diplômes, etc. Donc il n'y a pas de... Comme disait Bourdieu, la jeunesse n'est qu'un mot. Mais en tout cas, il y a des jeunesses et effectivement des dynamiques profondes de transformation des valeurs, de transformation des préférences, de rapport par exemple à la croissance économique, à la consommation, même à la mondialisation, aux effets de la mondialisation et aux bénéfices. Mais on le voit aussi, par exemple si vous regardez les prises de position dans les écoles d'ingénieurs, y compris les écoles d'ingénieurs les plus élitistes qui disent non mais en fait moi je veux plus travailler chez Total, je veux plus travailler dans l'armement, etc. Moi je le vois aussi à Sciences Po Grenoble, cette demande est assez puissante de transformation de l'économie, donc de transformation de la vie politique. Le problème, c'est plus, me semble-t-il, un espèce de décrochage entre une vie partisane, et là c'est vraiment caricatural, on a l'impression presque que c'est des élections professionnelles, ces élections régionales, une vie partisane qui vit une vie
finalement assez autonome, dans laquelle les enjeux sont pas forcément clairs, parce que comme cette gauche qui pourtant s'harmonise sur le point des idées par divisé, on ne sait pas vraiment quel est le champion, etc. Bon, les Verts, pourquoi pas, mais il n'y a pas non plus une dynamique phénoménale. Des médias qui dressent un tableau pas forcément optimiste de ce point de vue-là. Donc voilà, transformation radicale des valeurs. Après, la question, c'est que pour l'instant, il n'y a jamais eu une offre écologiste qui a dépassé 5,7%. Je crois que c'était le score de ma mère en 2002. Donc ça, c'est voilà, une espèce de marche à passer qui est quand même complexe. Et qui dépendra, j'imagine que ça va être un peu la suite de la réunion, mais de la capacité finalement à harmoniser une ligne politique en comprenant que quand même ce renouveau idéologique autour des principes de l'écologie politique est important pour entraîner une dynamique sociale qui existe, mais c'est compliqué à réaliser parce qu'on voit que ça résiste parfois. Alors sur les dynamiques d'union, j'attends Manon Aubry qui doit faire son entrée sur ce plateau, j'espère d'ici peu pour en parler. Guillaume Balas, je voulais parler avec vous auparavant de ce qui s'est passé dans l'entre-deux tours, quand même de ces régionales, parce que bon, même si la participation est basse, etc., il y a quand même eu des campagnes et donc des paroles politiques qu'il convient d'analyser. Et on a vu notamment dans le cadre de la campagne en Ile-de-France des mots très durs, alors de Valérie Pécresse contre la liste de gauche, là elle y allait au bazooka, hein, tous les termes y sont passés. Indigéniste, islamo-gauchiste, décroissant, je sais pas, elle n'a pas fait les Khmers verts, mais il y en a d'autres qui l'ont fait pour elle. Bref, mais ce qui m'a intéressé, c'est que on a vu des socialistes qui, entre-temps, étaient passés macronistes, hein, avaient apporté leur soutien à Macron en 2017, pas des socialistes qui étaient restés critiques de Macron, mais quand même d'anciens membres du Parti socialiste, dont Jean-Paul Huchon, un ancien président de la région Île-de-France, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui ont appelé à voter carrément Valérie Pécresse dans une logique de faire barrage à la liste de la gauche unie. Qu'est-ce que ça veut dire au fond de ce qu'était le PS en fait? Est-ce que les électeurs qui ont voté PS longtemps dans leur vie, ils se disent mais en fait j'ai pas arrêté de voter pour des gens qui ont eu des places, qui ont eu un certain train de vie aussi grâce à mes voix et qui en fait font une sorte là de coming out droitier? Moi, je pense que le Parti socialiste, il a repris et il reprend de plus en plus le rôle de ce qui a été le parti radical dans l'histoire de la France et notamment de l'histoire de la gauche. C'est-à-dire que Troisième et Quatrième République, absolument. C'est-à-dire que c'est un parti qui a été un parti de synthèse, qui a réussi à attirer des aspirations qui étaient finalement assez contradictoires, qui est arrivé à l'acmé de sa puissance et puis qui a explosé. Les contradictions ont explosé. Et donc, on est encore dans ce moment où ces contradictions sont en train d'exploser. Et donc, on voit que finalement, il y avait des gens comme Jean-Paul Huchon et moi au Parti socialiste, où nous avions sans doute des projets de société qui étaient radicalement différents. Et donc, il y a ce grand reclassement qui est en train de se faire en ce moment. Et quand j'ai vu les propos de Valérie Pécresse, et pas simplement les siens, mais sur la liste de gauche et écolo, là, c'était tout. C'était des ennemis de la République. Pour ceux que ça tout à l'heure, elle a salué Luc Ferry qui circule. Mais complètement. Elle a salué tout à l'heure ses adversaires, mais comment peut-on saluer des ennemis de la République qui veulent détruire la nation, qui sont séparatistes, islamo-gauchistes, donc alliés finalement à des terroristes? C'est ça ce que ça veut dire au bout. Et en fait, ça m'a beaucoup rappelé exactement quand le socialisme est né au début du XXe siècle, tous les mots qui étaient utilisés par les penseurs conservateurs, les journalistes notamment conservateurs, contre ce mouvement ouvrier, y compris quand il venait de la gauche, mais d'une gauche qui était justement antisocialiste, qui était une gauche qui était contre le mouvement ouvrier, anti-marxiste, et où c'était les mêmes mots: séparatisme, menace pour la nation, anti-républicain, etc. Où on les accusait d'antisémitisme. Enfin, je veux dire, tout ça était quelque chose aussi qui était très puissant. Donc, ce que je crois moi, c'est que on est dans un moment de mutation où ce qu'on appelle tout à l'heure, on en discutait en off, le sinistrisme, vous connaissez bien chez les politistes, c'est-à-dire que naît une nouvelle gauche qui repousse finalement à droite un petit peu les autres, et l'ancien parti dominant se retrouve au milieu de cela et dans ces contradictions. Et donc c'est pour ça que je crois fondamentalement que oui, il y a aujourd'hui une gauche écologiste qui est en train de naître, qui ne se résume absolument pas à ELV, parce qu'elle est aussi très sociétale, elle est dans plusieurs partis, il y a des bouts du PS aussi qui sont dedans, il y a parfois eu des bouts des LREM, sans doute, c'est tout à fait possible, on parlait de Mathieu Orphelin tout à l'heure, et il y a quelque chose qui est en train de naître, et je pense, et ça il faut qu'ils s'y attendent, la violence qu'il va y avoir contre la naissance de cette gauche écologiste, on n'en est qu'au début.
Alors, justement, je voulais rebondir là-dessus avec vous, Simon Persicot, en m'appuyant sur un entretien qui a été publié ce week-end chez nos confrères d'AOC. Il s'agit du philosophe Serge Audier. Et dans cet entretien, il prononçait cette phrase qu'on va voir s'afficher. C'est une des clés d'une des plus violentes campagnes idéologiques, celle d'aujourd'hui, que nous ayons connue depuis la guerre froide. Il s'agit de maintenir sous l'eau la tête de tout ce qui ressemble à une gauche écologique. Est-ce que vous partagez ce constat d'un écolo bashing et à quoi est-ce que vous l'attribuez? Est-ce que c'est des raisons de fond puissantes, de résistance comme ça, à ce qui s'annonce comme un changement de société? Est-ce que c'est des résistances à une ascension électorale? Mais après tout, on a vu qu'elle restait modeste. En fait, pourquoi crie-t-il autant alors que les scores restent aussi modestes? Comment vous l'interprétez, cet écolo bashing? Ou est-ce que c'est de la faute des écolos eux-mêmes? Parce que certains disent, mais regardez, ils n'arrêtent pas de faire des bourdes, ils ne sont pas professionnels, donc quelque part, ils donnent les verges pour se faire battre. Alors, d'abord, le fait que ce soit une campagne très violente, c'était la première partie de votre question, ça c'est clair, c'est assez impressionnant, Guillaume Balas l'a dit, et en fait les exemples autour du sapin de Noël à Bordeaux, les plats végétariens à Lyon, etc., enfin, ils s'en sont donnés à cœur joie, et d'ailleurs aux élections municipales aussi on a un peu oublié, mais je peux vous dire que la droite lyonnaise par exemple, c'était assez hallucinant, ils les traitaient de nazis là pour le coup, le niveau le plus élevé, donc ouais, je pense qu'il y a vraiment, et elle s'explique notamment par le risque, parce que là, Pécresse, je pense qu'elle était relativement optimiste, et en même temps, on ne sait jamais, je pense qu'un leader politique n'est jamais trop sûr, donc il vaut mieux taper le plus fort possible pour essayer de s'en sortir. Mais donc ça s'explique par ce risque, ça s'explique aussi par quand même la remise en cause des intérêts établis. Enfin, c'est-à-dire que dans la proposition de la gauche écologiste, là, un peu diverse, il y a quand même des programmes, des propositions par rapport à des secteurs industriels, des secteurs de l'économie, le secteur de la publicité, le secteur, encore une fois, le secteur de l'armement, etc., qui sont quand même assez radicalement hostiles à certains intérêts. Donc je pense que là, il y a une logique de défense pure et simple du système existant. Et puis il y a la volonté de caricaturer, et ça, je dirais pas que c'est la faute des écologistes, mais c'est que dans cette coalition qui est portée notamment par la logique de la crise climatique, donc la logique, on va dire, écologiste, de sortie de transformation du modèle de production, il y a aussi d'autres mouvements très puissants qui mobilisent les jeunes autour des violences sexistes et sexuelles, autour des questions de race et de sentiments d'appartenance et de discrimination, etc., qui oblige les partis de gauche à réagir, et notamment qui oblige ELV, qui a toujours été un compagnon de route, un compagnon de route de ces mobilisations, puisque ça va de pair avec tous les mouvements des années 70, 80, 90 autour de ça. Autour de ce qu'on appelait les nouveaux mouvements sociaux. Les nouveaux mouvements sociaux, exactement, qui finalement sont pas tout à fait les mêmes, c'est pas exactement les mêmes sociologies, c'est pas exactement les mêmes revendications, parfois elles sont contradictoires, et c'est ça un peu l'enjeu, c'est qu'il faut quand même réussir à faire synthèse entre ces différentes revendications qui peuvent toutes être considérées comme légitimes d'une certaine manière, elles ont un appui dans la société, elles sont justes d'un point de vue de philosophie politique, mais en même temps elles mènent à parfois être critiquées très fortement. Donc il y a deux points, il y a comment réussir à faire une synthèse programmatique qui accompagne, permet l'expression de ces revendications, et en même temps après comment sélectionner dans la manière de communiquer entre les enjeux qui favorisent plutôt le consensus, le compromis autour de l'écologie par exemple, et des enjeux qui pour le coup vous mènent à la baston directe. Pourquoi ? Parce que les enjeux identitaires notamment, la force dominante qui a réussi à les imposer, c'est pas que la gauche qui veut le respect de la diversité, c'est surtout l'extrême droite. Donc du coup, quand on va sur ce terrain-là, forcément, ça tape fort. Et donc la question, ça va être comment ils vont réussir à accommoder, continuer à développer un programme qui permet l'expression de cette différence et en même temps résister à cette tentative de les faire passer pour le camp anti-républicain. Je prolonge un peu le questionnement avec vous, Guillaume Balas, qui avait connu un peu, vous avez connu le monde socialiste, qui était déjà un parti de gouvernement, donc qui avait déjà exercé le pouvoir national. Ensuite, avec Génération, c'était une aventure plus proche, justement, des écologistes. Est-ce que vous identifiez chez les écologistes peut-être une difficulté, là je ne parle pas des polémiques pas très intéressantes, mais une difficulté à prendre en charge, c'est un peu les grandes questions nationales, à être perçus comme des gens qui peuvent exercer des responsabilités vis-à-vis d'autres chefs d'État, vis-à-vis de gestion d'un État, et pas seulement de collectivités au fond. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour eux, et une difficulté culturelle, à être considérés comme des gens qui, après tout, sont avant-gardistes, sont très bien pour lancer des alertes, mais
à qui on ne fait pas encore tout à fait confiance pour tenir les rênes d'une grande puissance. Oui, un défaut de étatique. crédibilité d'une certaine manière. En fait, ce qui est assez surprenant, c'est vrai, quand on vient d'un monde à un autre, hein, c'est que sans doute le monde socialiste était desséché à sa fin, ça c'est bien certain, mais il y avait des très grands professionnels, hein, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, on voit bien que Europe Écologie Les Verts et le mouvement écologiste, j'ai l'air politique de manière générale, souffre du fait qu'il a un vent très fort dans les voiles, mais qui n'a pas pu faire encore sa mutation en termes organisationnels, en termes de professionnalisation sur un certain nombre de grands sujets, ne serait-ce qu'en termes de communication politique. Hein, je donne des éléments qui sont assez forts. Et je crois que c'est peut-être le plus important en termes, j'allais dire, de vocabulaire pour s'adresser à des électeurs. Si vous voulez gagner la présidentielle française, il faut s'adresser à la France et il faut s'adresser aux habitants de ce pays. Et donc ça veut dire qu'il y a un moment donné, il faut une mutation sur le fait qu'on n'est pas simplement dans un discours, j'allais dire, qui est un discours théorique et alertant, mais on est vraiment dans un discours qui parle des gens tels qu'ils vivent. Et moi, je crois que dans les classes populaires aujourd'hui, il y a un très fort doute par rapport au mouvement écologiste. Pourquoi ? Parce que, en gros, on leur demande de lâcher la proie. C'est-à-dire la consommation, le fait de travailler pour pouvoir consommer, ce qui a été quand même une conquête pour les classes populaires pendant un siècle et demi. Associé à un bien-être matériel. À un bien-être matériel, à une reconnaissance, etc. Pour une ombre, c'est-à-dire le fait de dire il va falloir sélectionner la croissance, il va falloir sans doute moins produire ou de manière différente, le travail n'est plus au centre de la société. Toute chose à laquelle je crois, encore faut-il que maintenant, il va falloir pouvoir l'incarner. Et comment ? Je crois qu'il y a un élément majeur, c'est la question industrielle. Ce pays a souffert de désindustrialisation. Or, le paradoxe, c'est que l'industrie et l'écologie, ça peut très bien fonctionner ensemble. Comme disait Biden, il n'y a aucune raison que les panneaux solaires soient faits en Chine. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas des circuits courts. Et il n'y a aucune raison que l'industrie ne puisse pas réconcilier les classes populaires et l'écologie. Alors, sur ces éléments programmatiques, on va un peu en parler avec Manon Aubry qui nous rejoint sur ce plateau. Bonsoir, Manon Aubry, eurodéputée La France Insoumise qui nous rejoint. Je vais vous accueillir avec un son de Manuel Valls. Ce n'est pas de la malice. Ce n'est pas Je me sens bienvenue. Hein. C'est pas de la malice de ma part, mais parce qu'on discutait de l'entre-deux-tours, notamment en Ile-de-France, qui avait été très violent. Évidemment, ce qui revient tout le temps, on discutait des écologistes et de leur rapport au pouvoir national, c'est le fait d'être en dehors de la République, les brevets de républicanisme. Et Manuel Valls fait partie de ceux évidemment, qui ont mis ça sur le tapis et qui invoquent tout le temps la République pour expliquer pourquoi, en l'occurrence, il ne fallait pas voter à gauche en Ile-de-France. On va l'écouter. C'était dans une interview à Europe 1 dans laquelle il expliquait son choix de voter Pécresse. S'il n'y a pas de danger de cette liste de gauche en Ile-de-France, alors on peut voter par exemple pour les listes de La République En Marche, celles de Laurent Saint-Martin ou de Marlène Schiappa, qui sont impeccables en matière de défense de la République, de défense de la laïcité, et qui sont talentueux. Mais si il y a un danger, mais vous le savez. Si on considère qu'il y a en effet un danger à partir de l'addition des trois listes de gauche face en plus à l'abstention massive, alors il faut voter pour Valérie Pécresse, il ne faut pas hésiter. Et comme je suis franc, direct, je voterai Valérie Pécresse parce que je considère qu'il y a ce danger. Face au danger de ceux qui ont tourné le dos à la République, il ne faut pas hésiter. Guillaume Balas, est-ce que la République, justement, c'est devenu l'artifice rhétorique pour isoler cette nouvelle gauche en ascension que vous avez décrit tout à l'heure là, quand on discutait du sinistrisme, pardon pour les barbarismes, mais voilà, c'est cette nouvelle gauche écologiste en train de se structurer. Est-ce que c'est pas une arme un peu efficace, parce que la République, chez des tas de gens, ça a une connotation très positive? Oui, quand le mouvement ouvrier s'est constitué politiquement, c'était la nation. Hein, je veux dire, c'était la nation qu'on mettait en face du mouvement socialiste naissant en disant ils sont antinationaux, etc., etc. Là maintenant, c'est la question de la République qui est agitée de façon en fait conservatrice toujours. Hein. C'est-à-dire que la République serait quelque chose de figé, je veux dire un corps de valeurs historisées, qui serait l'identité de la France et qui n'est jamais un projet politique. Alors pardon, vous avez encore fait tomber votre micro. Et donc c'est toujours et c'est jamais un projet politique. C'est-à-dire que jamais Manuel Valls ne dit ce qu'est la République
en termes de droits, notamment la déclinaison du triptyque égalité, liberté, égalité, fraternité, ne dit jamais aujourd'hui comment il veut faire en sorte de lutter par exemple contre le séparatisme religieux qui existe par le fait de développer une pensée alternative et une pensée qui transcende aujourd'hui justement les différences. Tout ça, ça n'existe pas. On est donc bien aujourd'hui dans une instrumentalisation du concept de République de manière conservatrice et qui repose exactement ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'aujourd'hui, un certain nombre d'intérêts matériels d'une part, mais aussi de mentalités liées à mon avis au productivisme, sont complètement déstabilisés par le monde qui vient. Et donc voilà pourquoi la République est utilisée comme un totem. Alors, Manon Aubry, je vais vous faire réagir sur cette question parce que je trouve un tweet de vous en réaction justement à ces accusations d'être en dehors de la République. On va voir, en fait, sur Twitter, il y a eu un hashtag qui s'appelait « Ennemi de la République », qui a été détourné par tous ceux qui sont ciblés comme ennemis de la République. Donc des gens disent, voilà, je milite depuis mes 18 ans pour changer la société, on m'a condamné pour action écologiste. Est-ce que c'est ça d'être anti-république? Une dame qui dit je suis infirmière, j'ai 3 enfants, j'ai regardé l'hôpital public s'effondrer, je vote LFI, visiblement je suis ennemi de la République. On a quelqu'un d'autre qui explique être professeur au collège, qui a voté les Verts, PS, PSCF, LFI, même Chirac en 2002. Est-ce que moi aussi je suis une ennemie de la République? Et pour terminer, il y a le vôtre, Manon Aubry. Voilà, j'ai travaillé des années dans le secteur associatif, élu pour la première fois au Parlement européen en 2019. En quoi suis-je une ennemie de la République? Déjà, il faut dire un mot sur ce contre-mouvement qui a été spontané et qui nous a même frappés et interpellés à la France Insoumise. Il nous arrive parfois de lancer des mouvements sur les réseaux sociaux et en l'occurrence, là, celui-là, il est assez spontané parce que je suis assez d'accord avec ce que disait Guillaume sur le fait qu'on instrumentalise un mot pour faire un camp du bien et un camp du mal et nous mettre automatiquement dans le camp du mal. C'est ce qu'on fait aussi avec les termes genre islamo-gauchiste. Alors maintenant, on a même un islamo-droitisme. Enfin bref, des mots vides de sens. Juste pour jeter l'anathème en fait sur les gens et disqualifier. Bon, au passage, quand même, cette tentative de disqualification n'a pas marché, puisque même si elles font pas le score qu'on pourrait escompter, les listes type celle de Julien Bayou, qui a été la cible de cette attaque-là, précisément parce que Julien Bayou s'allie avec Clémentine Autain et avec la France Insoumise, n'a pas dégringolé au second tour, comme Valérie Pécresse aurait pu l'espérer. Et c'est vrai que, pour moi, ça en dit long, en fait, sur l'état du débat politique, en fait. Et vous en avez certainement parlé, mais après, il ne faut pas s'étonner que les gens votent plus. C'est quoi le débat politique aujourd'hui? Savoir qui est le plus islamo quelque chose. Alors, au passage, comme si l'islam était une insulte, ce qui est quand même un vrai problème. C'est juste une religion qui est suivie par des millions de gens en France. Mais bon, si on met ça de côté, le débat, c'est de savoir voilà, qui est le méchant et qui est le gentil. En fait, on n'a plus de débat de fond, de vision de la société qui s'oppose sur des enjeux du quotidien des gens. Genre, comment on se loge, comment on se nourrit, comment on trouve un emploi où on peut le conserver, comment on prend soin de ses aînés. À aucun moment, en fait, on a ça dans le débat public. Et nous, on en arrive à se défendre du matin au soir de est-ce qu'on est un ennemi ou un islamo quelque chose. Franchement, ça... C'est peut-être le but, d'ailleurs. Vous c'est exactement le but. C'est exactement le but. C'est exactement le but. Et là où, pour moi, est le danger, c'est qu'ils sont en train... d'essayer d'éradiquer culturellement la gauche et ce qu'elle représente, c'est-à-dire le camp du progrès social. Et quand on arrive du matin au soir à nous devoir se défendre de ça sur les plateaux télé, et parfois on n'est pas aidé par des gens de gauche, pour ne citer que quelques-uns, ceux qui se sont rendus à la manifestation organisée par les forces de l'ordre devant l'Assemblée nationale pour remettre en cause l'indépendance de la justice, que ce soit Yannick Jadot, Anne Hidalgo ou Fabien Roussel, je pense qu'ils font une faute terrible, qui est justement de servir cet agenda-là, qui s'éloigne de ce que devrait être notre message politique, parce que quand même remettre en question l'indépendance de la justice, c'est extrêmement grave, et pour moi c'est des digues qui tombent, et font le jeu, finalement, de la droite et de l'extrême droite, et tombent dans le piège qui nous est tendu, et qui se referme sur nous,
Et notre enjeu, c'est de ne pas tomber justement dans ce piège-là. Alors, on va le déplier tout ça parce qu'on va se projeter un peu vers 2022. Alors, il se trouve que ce soir, pendant qu'on commentait les résultats ici, il y avait une action qui a été menée à Paris par un collectif d'activistes qui s'appelle Gauche Égoïste. Une démarche contre les grands partis de gauche, le PS, Europe Écologie, le Parti communiste, la France Insoumise. Ce sont Mathieu Maliodex et Hugo Lemonnier qui ont suivi l'action devant le siège de la France Insoumise dans le 10e arrondissement de Paris. À 20h, ces jeunes activistes, pour beaucoup impliqués dans le mouvement climat, ont déployé devant le siège de la France Insoumise de fausses unes de Libération datées du 25 avril 2022, le second tour possible de la présidentielle. Et munis de fumigènes, ils voulaient alerter sur les divisions funestes, selon eux. Demandez le journal du lendemain des élections présidentielles, la gauche a perdu. Voilà, une action qui s'est passée d'abord sans heurts, puis 2 personnes sont sorties du siège de la France Insoumise pour décoller les affiches et l'une d'elles a arraché le micro d'Air Libre. Non, c'est pas à l'intérieur, je suis désolé. Et puis là, Voilà, et s'en sont suivis des échanges entre les activistes et une collaboratrice de Jean-Luc Mélenchon. Quand il y a des gens qui viennent déposer des affiches avec oui, mais il faut la bien tête qu'on comme mette ça, ça ouvre pas la discussion. Bah, il faut bien Donc moi j'ai l'impression que c'est un peu du foutage de gueule. Mais nous, ce qu'on veut, c'est une gauche unie pour... D'accord, moi je viens devant chez vous, devant votre siège au boulot, je placate votre gueule en énorme dégueulasse, et ça c'est une ouverture au dialogue. Mais en fait, les mouvements sociaux sont là pour mettre la pression, ça fait des mois qu'on attend une union, là on voit bien l'union de la gauche au régional, c'est comme ça qu'on va réussir à discuter. Bah, je pense que vous allez... Mais nous on passe notre vie à discuter. On passe notre vie à discuter avec la primaire citoyenne, avec etc. On passe notre vie à faire ça. Et nous on est ouvert au dialogue, mais pas de cette manière-là. C'est pas du dialogue ça. Vous y croyez vous-même? On sait qu'il y a des militants de plein d'associations qui justement discutent en fait pour l'union depuis des mois et on en a un peu assez d'attendre. On discute avec eux, très heureux au programme, etc. On a passé le confinement à faire des zooms avec tous ces gens qui sont dans la primaire citoyenne, etc. On espère qu'il y aura bientôt mais jusque-là, on nous avait jamais fait ça, quoi. Et c'est pas cool. Voilà, la personne de l'action qui parlait, on l'a déjà reçue plusieurs fois ici, elle s'appelle Léna Lazare, elle est militante climat. Bon là il se trouve que c'était la France Insoumise parce que c'est là-bas qu'est allé Mathieu Maliodex, mais en l'occurrence l'action a eu lieu chez les autres sièges de parti. Manon Aubry, Guillaume Balas, je m'adresse aux politiques de ce plateau. Est-ce que vous comprenez la frustration de tous ces groupes qui choisissent des modes d'action différents, mais qui ne cessent d'interpeller les gauches pour espérer d'avoir... alors eux, ils voient ça à travers l'Union, mais en tout cas un horizon pour 2022, alors que ça semble planté d'avance, quoi. Moi, je veux bien dire un mot. D'abord, sur ces élections régionales, en l'occurrence, puisque ça a été mentionné par les jeunes qui s'expriment devant le siège de la France Insoumise, et moi je fais partie, mais on était nombreux à la France Insoumise à avoir défendu ça, qui était de tendre la main à l'ensemble des formations politiques de gauche pour dire mettons-nous d'accord sur un cadre national, débattons des propositions et du projet région par région qu'on veut défendre et essayons de nous entendre. Parce que nous pensons qu'à l'échelon régional, oui c'est vrai, on peut s'entendre sur, quand il s'agit de la politique des lycées, de la politique des transports, oui on peut tout à fait s'entendre avec Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste, le NPA, la majeure partie probablement du Parti socialiste quand il n'appelle pas à voter pour Valérie Pécresse ou quand ils ne remettent pas en cause l'indépendance de la justice, mais globalement, on peut s'entendre. Bon, force est de constater que ça a été un échec, il faut se le dire. Nos mains tendues se sont retournées par des portes qui claquent, même pour le second tour là, des élections régionales. À la fois, Carole Delga en Occitanie, mais ça a été le cas dans beaucoup d'autres régions, ont fermé la porte. Europe Écologie Les Verts aussi a fermé la porte dans certaines régions, je pense notamment à Nouvelle-Aquitaine ou en Bretagne, pour un accord de second tour. Donc, sur les élections régionales, ça aurait été possible, c'est vrai, et je le regrette que ça n'a pas été possible davantage. Maintenant, une deuxième chose, si on veut se projeter pour les présidentielles, puisque c'est là le cœur de la discussion, les présidentielles, les questions ne sont pas les mêmes qui sont posées sur la table. Notamment, il y a des questions qui fâchent davantage ou qui peuvent diviser, comme la question européenne. Pour prendre une que Guillaume et moi connaissons bien, je pense qu'il faut se donner les conditions d'un débat solide, de fond, argumenté,
pour solder la question européenne. Parce que on a d'un côté certains eurobéats qui se disent il faut défendre l'échelon européen quoi qu'il arrive. D'autres, des gens qui veulent quitter l'Union européenne. Je pense que ces deux personnes-là, que je ne représente ni l'une ni l'autre, ne peuvent pas s'entendre. Par contre, moi, quand j'entends même Benoît Hamon parler des questions européennes ou Sandrine Rousseau parler des questions européennes... Elle est candidate à la primaire d'Europe Écologie. Ouais, mais j'entends qu'il pose une question fondamentale de comment on investit massivement dans la transition écologique avec la règle des 3% de déficit, comment on pose la question de services publics, de l'énergie, des transports dans le cadre du droit à la concurrence européen. Et je pense qu'il faut voir les choses pour le coup de manière assez pragmatique, prendre les questions les unes après les autres au niveau européen et se dire ok, quelle est notre position sur les traités de libre-échange. Il se trouve qu'un État comme la France pourrait bloquer les traités de libre-échange. Donc on pourrait régler cette question. Sur les questions fiscales, on pourrait créer des collaborations à quelques États. Donc je vous donne juste des pistes sur comment sortir de ce qu'on nous présente comme de nouveau les gentils, les méchants, ceux qui veulent bien se parler et ceux qui ne veulent pas du tout se parler. En l'occurrence, je pense qu'il y a des sujets, il faut les identifier, il faut en discuter et ayons un maximum de convergence possible avec ceux qui le veulent bien, sans oublier que ça ne suffira pas pour la victoire. Parce qu'on l'a vu, vu que les gens ne votent plus, si on n'est pas capable de leur proposer une perspective d'espoir, alors de toute façon, ce sera, quoi qu'il arrive, peine perdue. Ouais. On va en parler plus longuement. On va écouter Jean-Luc Mélenchon qui vient de réagir, on va écouter son extrait, mais auparavant, Simon Persico, très brièvement quand même, en réaction à ce que vient de dire Manon Bry, sur les échecs d'union dans les régions, où bon, là, effectivement, il y avait plein de plateformes possibles. Effectivement, on a l'impression que de tous les côtés, il y a eu des sortes de tentatives, enfin, des tentations d'hégémonie ou de solo. Et est-ce que ces tentations-là, elles ne sont pas surréalistes vu le niveau total des gauches en France? Si, moi je trouve ça totalement surréaliste. Ça s'explique aussi par le fait que, par exemple, pour ce qui concerne ELV, ils ont vraiment pas la capacité d'imposer à qui que ce soit en région une stratégie qui ne soit pas celle de la région. Est-ce que c'est que ELV ou est-ce que la faiblesse des appareils, elle se retrouve ailleurs? Je pense en fait, le truc, c'est que ça a toujours été le cas pour ELV. Je pense que le PS, maintenant, exactement dans la même situation, il ne peut pas du tout actionner ses sections locales pour dire vous allez agir tel que... Enfin, je pense que là, les partis, effectivement, ont perdu capacité de contrôle de la stratégie, y compris pour des élections au niveau national. Et là, les régionales... ELV, c'est ce qu'ils ont fait en PACA, quand même. Ils ont débranché à 2 reprises leur candidat, le premier candidat. Et puis, M. Felidia, qui était qualifié pour le second tour, qui a dit qu'ils voulaient se maintenir et ils l'ont de nouveau débranché. Donc, quand ils le veulent, en l'occurrence, ils ont repris la main. Non, mais tout à fait. Je pense que qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, je pense que ça servait aussi ELV d'une certaine manière de dire de toute façon on peut pas, on n'essaiera même pas. Après, cela dit, je pense vraiment, honnêtement, s'ils avaient tenté de faire ça en Occitanie, ils se seraient, par exemple, ou à mon avis, ça aurait été une bonne... Vous serez sans doute pas d'accord, mais il me semblait que d'aller contre une présidente sortante à l'issue de son premier mandat n'était pas forcément une bonne stratégie. D'ailleurs, ça fait qu'ils ont 0 élu. Mais ils n'auraient pas réussi, je pense, par ailleurs. Mais les deux choses sont pas incompatibles. Ou on aurait pu penser qu'avec la France Insoumise, collectivement, ils auraient pu avoir des élus. Quand ils étaient chacun en dessous de 10, non. Mais oui, s'ils avaient fait alliance au premier tour, tout à fait. Et donc après se fait la situation qui est en gros, ils réussissent à faire l'union. D'ailleurs, derrière les Verts à chaque fois, dans les 2 régions dans lesquelles la gauche a le moins de chances de gagner. Les Hauts-de-France d'une part et PACA d'autre part, où en gros le niveau de gauche total aux européennes, par exemple, est entre 25 et 28. C'est-à-dire incapable de gagner les élections régionales. Donc du coup, ça donne même l'image en fait selon laquelle l'union ne serait pas efficace. Alors même que par exemple dans une région comme l'Île-de-France, comme les Pays de la Loire ou comme Auvergne-Rhône-Alpes, le rassemblement des forces dès le premier tour aurait permis d'arriver un peu moins loin à ce que j'expliquais tout à l'heure. Aurait sans doute. Après, franchement, les sortants sont très très forts. Hein, donc quand David Cormand, l'ancien patron d'Europe Écologie, dit qu'il n'y a pas de prime à l'union, pour vous, il se trompe en prenant des régions qui ne sont pas des bons repères. C'est incomparable. En fait, le fait de dire qu'il n'y a pas de prime à l'union dans des régions dans lesquelles, de toute façon, vous êtes hors jeu. En fait, le jeu politique, le conflit, le débat, il est entre le RN et le président sortant de droite, et vous êtes ailleurs, quoi. Enfin, et d'ailleurs, les scores l'attestent, et on aurait pu le voir. Enfin, donc, qu'il y ait union ou pas, non. Franchement, ça, je trouve que là, ces régionales ne le font pas. Même à la limite, j'aurais tendance à dire que Orphelin, qui finit à 18, meilleur score de toutes les têtes de liste, c'est le seul qui a réussi, je crois, à faire alliance avec la France Insoumise dès le premier tour. Ce qui apporte c'est justement... pas le seul, on était unis dans plein de régions, mais en effet, Mathieu Orphelin était avec Europe Écologie Les Verts. Oui, bah, si on prend Hauts-de-France, PACA, notamment. Oui, mais c'est vrai, encore une fois, c'est dans un cadre plus large. Mais pour le coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il était uni qu'avec la France Insoumise au premier tour dans les Pays de la Loire. Avec le PS.
Après, c'est un contexte politique un peu différent, et puis de la Loire où la gauche est historiquement un peu plus forte. Ouais, bien sûr, mais en fait, c'était que à ces endroits-là qu'ils pouvaient gagner. Mais même avant, historiquement, en fait, la gauche réussissait à gagner divisé. Parce qu'elle pesait 45 au premier tour. Maintenant qu'elle pèse 35 dans les bonnes régions, elle peut plus se permettre d'être divisée. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Je vais revenir à vous, Guillaume Balas, mais j'avais annoncé donc l'intervention de Jean-Luc Mélenchon ce soir, dont on regarde un extrait. Ce sont les jeunes et les ouvriers qui, plus que les autres, tournent le dos à ce qu'ils considèrent être une comédie. Et comment pourrait-il en être autrement, où l'on a vu cette semaine, entre les deux tours, se déchaîner contre la jeunesse qui voulait faire la fête, des violences insupportables, et pour les travailleurs qui défendaient leur emploi, comme dans cette fonderie à Saint-Claude, des fermetures incompréhensibles, des licenciements de masse décidés par des actionnaires qui se gavent en toute impunité et contre lesquels on entend bien trop peu de voix s'élever. Bien sûr, il faut dire que si nous ne renouvelons pas de fond en comble cette démocratie et notre République, si nous ne prenons pas les mesures qui sont attendues, la reconnaissance du vote blanc, le droit au référendum d'initiative citoyenne et au référendum révocatoire, la fin de la monarchie présidentielle, bref, la 6e République, alors le pays ira se vidant du sang de son énergie la plus importante, celle de la souveraineté du peuple. Bon, Manon Aubry, je ne pense pas que vous serez en désaccord avec ce qu'on vient d'entendre de Jean-Luc Mélenchon. Une question qui va vous embêter, mais on a assez peu vu Jean-Luc Mélenchon finalement dans ces régionales. Il a fait beaucoup de passages médias, mais il ne s'est pas impliqué à fond dans chaque scrutin régional, notamment en Ile-de-France. On en parlait tout à l'heure. Je dis ça aussi parce que précisément la droite l'a utilisé comme tête de turc. Le langage de Valérie Pécresse, c'est si vous votez à gauche, vous donnez la région à Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que tous ces indices-là, c'est pas les indices que Jean-Luc Mélenchon, peut-être plus qu'avant, est devenu un handicap pour certains à gauche, pour une dynamique victorieuse? Est-ce qu'il est considéré, en tout cas par certains, comme un poids? Ou alors, à l'inverse, on peut considérer que la France insoumise est forte de ces différentes têtes qui font campagne, Hugo Bernalicis dans le Nord, Clémentine Autain en Ile-de-France, etc. Et je crois que c'est la différence par rapport aussi à quelques années. La France insoumise, elle vit de sa diversité, et aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon n'est pas le seul représentant de la France insoumise. Après, est-ce qu'il a un obstacle? Franchement, je veux bien qu'on discute pendant des heures de est-ce que vous aimez bien la couleur de sa chemise ou de sa cravate. Le fait est qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, que vous l'aimiez ou non, Jean-Luc Mélenchon représente un socle quasiment indestructible, puisqu'il est constant de sondage en sondage, d'élection en élection. Et en fait, on aurait tort de se priver de ce qu'il représente, en l'occurrence notamment un certain écho dans les classes populaires. Et je suis convaincue qu'on ne gagnera pas ces élections, contrairement à ce que certains pensent à gauche, pas tous, sans les classes populaires. Sinon, vous vous recentrez juste vers le centre ou le centre droit. Et que, au contraire, on devrait plutôt construire sur la force de Jean-Luc Mélenchon, qui est notamment cet écho qu'il peut avoir dans les classes populaires, le fait qu'il n'est pas varié non plus, c'est une boussole dont vous pouvez suivre la direction. Désolée, je vais reparler de cette manif devant l'Assemblée nationale, mais c'était quand même c'est la seule figure politique présidentiable de gauche qui n'y était pas et qui affirmait très clairement que oui, notre République à nous ne remet pas en cause l'indépendance de la justice, ne suit pas ces revendications factieuses de la part de certains syndicats d'extrême droite de police. Et donc, plutôt que de chercher à diaboliser Jean-Luc Mélenchon, en vrai, on devrait plutôt se poser la question de comment construire sur ce qu'il a déjà construit, parce que ceux qui pensent que Jean-Luc Mélenchon est le problème, en réalité, aujourd'hui c'est Jean-Luc Mélenchon, mais les Verts en ont déjà fait un peu l'expérience quand même, eux aussi vont être diabolisés, et si c'est pas les Verts, ce sera quelqu'un d'autre, si c'est pas Monsieur Tartampion, ce sera Madame Machin. Et la question, c'est plutôt comment on se sort de nouveau de ce piège, et on construit sur ce qu'il a à proposer, ce qu'il a à offrir, et on crée une dynamique qui soit
collective. Et je ne vois pas d'autres moyens pour gagner en 2022. Guillaume Balas, si c'est aussi simple que nous le dit Manon Bril, pourquoi Je n'ai pas dit que c'était simple. Hein. Non, je plaisante, mais c'est pour faciliter mon interpellation. Pourquoi ça ne se produit pas? En fait, pourquoi est-ce que les gauches, au pluriel, en tout cas celles qui se reconnaissent dans l'opposition au macronisme, on va dire ça comme ça, pourquoi est-ce qu'après 19% fait par Jean-Luc Mélenchon en 2017, pourquoi est-ce qu'elle ne se retrouverait pas derrière lui? D'abord, je pense qu'il y a eu une série d'erreurs de la part d'un certain nombre de leaders politiques ou d'organisations politiques au moment où elles avaient un rapport de force très favorable. Je pense vraiment que Jean-Luc s'est planté après l'élection présidentielle. Il avait acquis, il a fait un score remarquable, qui n'était absolument pas donné au départ. Il avait une très grande dynamique. Je pense qu'il n'a pas su à ce moment-là profiter de ça pour pouvoir tendre la main. Il est resté, je me souviens très bien des discussions qu'on avait à ce moment-là. Il fait une espèce de grande manif après, en restant sur une thématique hyper populiste de gauche, sur l'idée, c'est maintenant que je vais accrocher les classes populaires. C'était vraiment le truc là. Et il ne voit pas que, je ne sais plus comment ça s'appelait. C'est les premières ordonnances sur les lois de travail. Ouais, voilà. Et il ne voit pas que c'est plutôt à ce moment-là qu'il doit vraiment s'adresser aux partis. Après cette élection présidentielle, aux partis de gauche, aux syndicats, etc., que c'est le moment de le faire. Mais ce n'est pas le seul. Après les élections européennes, les dernières qu'on a vécues, avec l'excellent score qu'a eu relatif, mais je crois excellent, vu d'où on partait, Europe Écologie Les Verts aurait pu aussi. Et il y a eu des tentatives, on se souvient que Julien Bayou avait essayé d'organiser un truc où il voyait un petit peu tout le monde en même temps, etc., etc. Même la France Insoumise y avait mis un doigt. Et puis finalement, il n'a absolument pas persévéré, disant non, finalement les régionales, ce qu'on va faire, c'est que en gros, on va regarder, on va tester, nous, ce qu'on vaut, entre guillemets. Et je crois que c'est toujours cette roue-là. Au début du XXe, on parlait des sectes socialistes. Quand le mouvement ouvrier toujours essayait de s'organiser politiquement. On en est, je crois, là, on est en 1902, on est en 1903, on n'est pas encore en 1905. On a deux problèmes, c'est qu'on est sous la Ve République et qu'il y a une élection présidentielle l'année prochaine, et c'est pas les régionales. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de deuxième tour si jamais vous n'êtes pas parmi les deux premiers. Et donc si on part à 3 ou 4 ou 5 candidats de gauche, nous n'existerons pas. C'est-à-dire que je pense que nous n'existerons même pas dans le débat. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. J'en ai fait une d'élection présidentielle et je m'en souviens. Quand vous commencez à vous affaiblir, plus personne ne vous invite et ne vous écoute. Si vous faites 6, 7, 8, 9%, personne ne vous écoutera et ceux qui seront à 13, 14, 15 seront dans les débats télé. Et donc il faut faire très attention parce que la division de la gauche, c'est pas simplement l'échec assuré, c'est aussi être absolument sûr que son message ne sera pas entendu. Alors moi, juste pour terminer, après les élections européennes, pendant 2 ans, j'ai essayé de faire en sorte... Bon, ce qui est extrêmement difficile, c'est que je crois que personne n'a la lucidité de notre faiblesse. C'est-à-dire que tout le monde pense qu'en gros, ça va repartir. Très bien. Mais alors, justement, moi, ça me rappelle un plateau. Désolé pour Simon, mais vous étiez tous les deux là, Manon Aubry, Guillaume Balas. On était au lendemain des Européennes. On était 2 étages en dessous, dans la rédaction de Mediapart. Alors, discussion hyper intéressante. Je suis ressorti de là, je me suis dit, c'était quand même très intéressant, mais enfin, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer après ça? Résultat, pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on a eu quoi? Peut-être une réunion pour dire on fait un pacte de non-agression plus ou moins bien tenu depuis. Et rien d'autre, quoi. En fait, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on disait avec Simon Persicot tout à l'heure, c'est que les appareils sont devenus tellement faibles qu'ils sont incapables de travailler, peut-être tout simplement, et de mener de concert une action. Bon, il y a plusieurs choses. D'abord, le fait que les appareils et les formations politiques à gauche aujourd'hui sont faibles, c'est un secret pour personne. Elles sont collectivement et relativement faibles, c'est vrai, si on regarde par rapport à l'histoire et si on regarde surtout par rapport à ce qu'elles représentent dans la société. C'est toujours ça la boussole, c'est genre qui est aujourd'hui adhérent d'un parti politique, franchement pas grand monde, enfin, même moi je suis pas adhérente quoi, alors que je suis élue. Donc tout ça, il y a d'autres formes aujourd'hui de mobilisation, y compris de la jeunesse. Donc c'est vrai qu'il y a une relative faiblesse structurelle des formations politiques. Après, dans ce marasme, et c'était aussi moi la raison pour laquelle, quand on m'avait approché pour les élections européennes et que je savais pas trop quoi faire, au début j'étais pas très emballée, et qu'à la fin j'ai fini par choisir la France Insoumise, c'était aussi en me disant ok, si tu dois partir de quelque part, pars de ce que tu penses est aujourd'hui la représentation la plus populaire qu'on peut avoir, avec toutes ses limites et toutes ses nuances.
Oui, aujourd'hui, il n'y a aucune force de gauche qui peut dire qu'elle est la force populaire qui parle à la grande masse. C'est vrai. Mais si vous allez aujourd'hui dans les quartiers populaires, vous faites du porte-à-porte, on va vous dire ah ouais, Jean-Luc Mélenchon, c'est le mec qui se bat, qui laisse rien faire, etc. Et donc, ouais, ok, vous pouvez reprocher des trucs à Jean-Luc Mélenchon, mais il représente quand même quelque chose. Donc la question, c'est comment on construit là-dessus. Et c'est pas vrai qu'il s'est rien passé. Alors, c'est pas forcément visible de l'extérieur. Ça l'est d'autant moins que de nouveau on est piégé dans ces vraiment débats à la con, désolé pour l'expression, mais vraiment qui tue le débat démocratique, moi qui m'épuise et qui me déprime. Parce que je me dis ok, tu t'es engagé pour faire ça, super, hein, t'as bien fait de prendre toute cette galère pour au final pas réussir à parler des sujets qui sont importants. Et en même temps on a pu quand même construire des trucs à plusieurs. Je le redis, quand j'entends certains élus d'Europe Écologie Les Verts ou de Génération sur les questions européennes, je me dis que le chemin à parcourir, il est plus si grand que ça avec certains d'entre eux. Alors, maintenant, franchement, il faut arrêter de croire que si on faisait un truc entre partis, c'était gagné. C'est pas vrai. Et même, on peut regarder, pour revenir à la question des dynamiques entre les deux tours, en Ile-de-France, moi j'aurais rêvé qu'entre le premier et le deuxième tour, on s'allie, Chouette, Julien Bayou, Clémentine Autain, Audrey Pulvar. La vérité, c'est que globalement, vous n'avez même pas une addition. Même pas une addition. Donc aujourd'hui, ça ne suffit pas d'ajouter les forces politiques de gauche. Si vous ajoutez leurs 3 scores du premier tour, on est à peine au score final. On est un petit peu en dessous. Donc ça n'a pas créé une dynamique positive qui peut créer cet engouement populaire. La dernière chose que j'aimerais aborder dans l'émission, il est déjà 22h, mais on va un petit peu dépasser. Simon Persicot, je me tourne vers vous sur la question, au fond, de la pertinence de faire cette union. On voit la pertinence électorale, vous l'avez souligné tout à l'heure, en tout cas vous l'avez défendu, mais la pertinence de fond. Manon Bry disait sur la question européenne, finalement, les points de vue se rapprochent un peu, mais il y a les divisions dont vous avez parlé, Manon Bry. Le fait est que sur la question de liberté publique, de rapport aux forces de l'ordre, aux violences policières, on a quand même des choix différents qui sont faits par certains chefs de partis. C'est pas rien. On pourrait dire que c'est ce serait le socle commun de toutes les gauches. Idem, on parlait de la difficulté que pose le renoncement au productivisme. Là aussi, franchement, entre certains élus bien implantés socialistes et des écologistes un peu ambitieux, il y a aussi tout un monde. Donc, au fond, est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui, même si des pas ont été faits, est-ce qu'il y a vraiment un terreau idéologique commun pour la faire, cette union ? Je pense qu'il y a surtout des effets d'élite politique, là, dans ces divisions. C'est-à-dire en gros, par exemple, Jadot qui va se balader avec l'Assemblée nationale pour soutenir les policiers, c'est une élite politique qui fait un espèce de diagnostic de où il se situe dans cet espace politique et de faire un pas de communication, etc., qui ne correspond pas au socle, aux valeurs, à l'ensemble de valeurs des électeurs. Donc, si on regarde au niveau des électeurs potentiels, hein, pas les quelques misérables pourcents qui sont déplacés au régional, mais il y a quand même là, pour le coup, une espèce d'homogénéité. Et après, vous avez des espèces de jeux de positionnement mutuel qui mènent à des choix qui, à mon avis, qui sont un peu déplorables d'une certaine manière. Et après, oui, il y a des désaccords. Je connais pas suffisamment peut-être l'histoire de la gauche, mais il me semble que des désaccords, par exemple, entre les communistes et les socialistes au moment de la rédaction du programme commun, c'était encore une autre paire de manches. Et que du coup, là, c'est plutôt à des élites politiques qui, au lieu de faire le petit jeu de la distinction communicationnelle, devraient plutôt chercher à jouer le petit jeu de mettre en commun ce qui est en commun, taire aussi, tout simplement taire. Enfin, si vous n'êtes pas suffisamment d'accord pour parler d'Union européenne, parlez-en pas, c'est pas grave. C'est un problème quand même. Si on n'est pas d'accord, sinon quand c'est on arrive au gouvernement, c'est du François Hollande qui nous dit qu'il va renégocier les traités, il fait rien, et qu'il y a des gens entre eux qui n'étaient pas d'accord sur ces questions. Et du coup, on arrive aux échecs. Il a dit qu'il renégocierait. Il l'a pas fait. Voilà. Donc là, il a fait une promesse qu'il savait qu'il était capable de pas tenir. Moi, je dis faire des promesses qu'on est capable de tenir, quitte à ce qu'on ne fasse pas de promesses phénoménales en matière européenne, parce qu'on sait qu'on sera pas d'accord. Mais si on met cette question de côté et que derrière on dit on veut faire un pôle public de l'énergie, on veut investir massivement dans les énergies renouvelables et la transition écologique, on veut ne pas ratifier les accords de libre-échange et qu'on se pose pas la question de la méthode pour le rapport de force au niveau européen, franchement, on va mentir aux gens. Non, mais ce qui sortira d'une résolution commune programmatique. Enfin là, moi je sais pas, je participe jamais à ce genre de truc, mais je regarde comment se font les programmes de coalition, par exemple, après et tout.
Ah oui, c'est jamais la position de la France insoumise qui tient tout. Il y a des formes de. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on en discute à la baisse, etc. Il faut qu'on en discute sur le fond. Mais en l'occurrence, et moi je le dis très franchement, on ne pourra pas régler ces questions-là précises sans poser la question de comment on le fait. Mais c'est pour ça que moi je propose une méthode. Et je le propose et j'invite tous ceux qui nous regardent et qui sont de gauche. On termine sur les propositions et sur les questions européennes, pour le coup, qui m'ont beaucoup travaillé. Et je pense que vraiment, on peut dépasser les positions de posture. On peut avoir une approche qui est vraiment pragmatique, thème par thème, et on se dit comment, concrètement, on lève les blocages. Et ce serait une terrible erreur, et je suis vraiment en désaccord là-dessus, que de mettre ça sous le tapis. Parce que sinon, si jamais on arrive au pouvoir, en fait, on va s'apercevoir qu'on est incapable de rien faire parce qu'on ne s'est pas posé ces questions-là. Maintenant, je pense qu'on peut sortir du débat dans lequel nous enferme. Vous êtes des méchants eurosceptiques ou des naïfs gens qui adorent l'Union européenne. Moi, j'adore pas ou je déteste pas l'Union européenne. La question que je me pose, c'est comment cet échelon n'est ni un blocage, comme ça peut l'être à certaines occasions, et à l'inverse peut-être une opportunité, pas toujours. Et donc posons-nous les questions concrètement, sujet par sujet. Et on peut le faire sur les questions européennes, on peut le faire sur d'autres questions qui fâchent, questions républicaines, de la laïcité, et avoir une approche très pragmatique. Et je pense que une union, juste pour une union, mènerait à de la confusion. Maintenant, si on est capable d'avoir une union qui ne soit pas artificielle, mais enlever tous les cadres de dissension qui, pour le coup, sont véritablement artificiels, qui sont des prétextes, là, on avancera. Et c'est pour ça que je propose cette méthode concrète. Alors, une union pas artificielle, ça vous semble possible? Oui, mais complètement. Quand j'étais parlementaire avant Manon, j'avais créé un truc qui s'appelait le Progressive Caucus avec plein de gens de gauche. Il existe encore, absolument. Il existe encore. Il y avait des sociodémocrates, des écolos. Les écolos et tout, et on avait fait des trucs communs, mais des programmes qui étaient beaucoup plus loin aujourd'hui que ce que les partis sont capables de faire sur la question européenne. Moi, je rallie complètement Manon. On est totalement capable de se mettre d'accord. Tout le reste, c'est de la posture pure. On est capable, je veux dire, d'agiter des trucs pour ne pas vouloir être d'accord. Mais si on veut être d'accord, on y arrive. Et sur la question européenne, c'est absolument possible parce qu'il y a tout à fait un chemin qui s'est éclairci, je dirais vraiment là depuis 2-3 ans, entre, j'allais dire, en gros, la sortie de l'Union européenne et le vive les traités, on n'en sortira jamais. Je pense qu'il y a tout un chemin qui est constructible. Mais sur le nucléaire, moi je veux dire, je suis mort de rire. Faire un grand débat sur le nucléaire en disant entre les anti et les pro-nucléaires à gauche, tout le monde est d'accord. Si j'ai bien compris, sauf peut-être Arnaud Montebourg, je ne suis même pas sûr. Mais je suis même pas sûr parce que ses propres amis écrivent l'inverse dans leurs fiches. C'est que tout le monde est d'accord pour dire en gros qu'il faut que dans le mix énergétique, on baisse le nucléaire et on monte les énergies renouvelables. C'est un mandat de 5 ans, président de la République, pour les présidentielles. Donc, de toute façon, on ne va pas sortir du nucléaire en 5 ans. Donc on peut se mettre tout à fait d'accord. C'est ce qu'on avait fait d'ailleurs entre Hamon et les écolos. Je me souviens parce que c'était moi qui avais négocié ça. On avait trouvé un truc, on avait trouvé un chemin commun sans aucun problème. Donc c'est absolument faisable. Sur les questions républicaines, laïcité et autres. Brièvement, alors juste un point là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on arrête vraiment d'être sur la défensive. Et je pense qu'il faut qu'on arrête en fait d'éviter le sujet. Je le crois très sincèrement, parce qu'on dit oula c'est piégé, de toute façon on va se faire avoir, la démagogie en gros contre nous va être telle qu'on ne va pas pouvoir. Il ne faut pas, je veux dire, faire la caricature de ce qu'on voudrait qu'on soit, c'est-à-dire défendre des trucs que personne ne comprend dans ce pays. Mais en revanche, il faut reprendre pied à pied aujourd'hui comment on veut construire du commun, et notamment par l'action publique, dans les quartiers les plus défavorisés, qu'ils soient dans le monde rural ou qu'ils soient dans les milieux urbains. C'est quand même fantastique de se faire assassiner d'injures toute la journée par des gens qui n'ont absolument rien fait en termes d'égalité territoriale depuis des dizaines d'années. Et donc je pense que là-dessus, il y a un grand plan république à construire et que la gauche pourrait tout à fait, en termes d'investissement public, se mettre d'accord sur ces sujets. Ouais, je vous remercie en tout cas tous les trois pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette soirée sur les régionales, mais vous voyez qu'on a largement débordé dans nos thèmes de discussion. Je rappelle l'offre qui est toujours valable jusqu'à ce soir, 6 mois pour 20 € parce que Mediapart ne vit que de vos abonnements. Néanmoins, profitez-en jusqu'à peut-être minuit. Mediapart est en accès libre si vous voulez avoir un avant-goût du journal. Bonne soirée à tous.